Arthur Delaporte, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, vous représentez la NUPES, vous êtes élu du Calvados. Le drame de Lola, cette jeune fille de 12 ans, assassinée par une Algérienne en situation régulière, a créé une polémique politique. Est-ce qu'elle a été victime du laxisme migratoire, comme on l'entend à droite et à l'extrême droite ? Moi, ce que j'ai retenu hier, c'est surtout un sentiment de honte. De honte de voir LR et le RN se livrer à une polémique que je trouve pour moi scandaleuse et choquante quand on sait ce qui s'est passé, un crime terrible, un crime affreux qu'on ne pouvait pas forcément prévoir, je pense, et qui peut arriver et qu'on ne souhaite à personne dans notre pays. Et je trouve que faire de la récupération sur une affaire aussi terrible et sordide, c'est indigne d'élu de la nation. Néanmoins, ça pose ce problème des OQTF, les obligations de quitter le territoire français qui ne sont jamais exécutées dans les temps. Est-ce qu'il faudra quand même à un moment donné se pencher sur ce problème administratif ? Vous savez, dans le cas d'espèce, c'était une OQTF sans pas de casier judiciaire, pas de centre de rétention. Voilà, donc franchement, c'est pas le cas des OQTF de personnes vues comme problématiques qui doivent absolument quitter parce qu'elles sont délinquantes ou voilà. Donc pour le coup, je trouve que on fait de cette affaire un élément pour dénoncer une politique plus large alors qu'on ne devrait pas. Voilà, et je m'en arrêterai là parce que franchement, je veux pas qu'on s'éternise sur un fait qui nous a tous choqués et cette polémique me met vraiment mal à l'aise. Le problème de l'immigration, on en débattra au début de l'année prochaine quand il y aura la loi. On en débattra de manière globale sur des chiffres, sur des politiques, mais pas sur un cas d'espèce qui surtout ne le mérite pas. L'actualité, c'est aussi le conflit social qui continue, même si la mobilisation hier à l'initiative de la CGT a donné l'impression d'un pétard mouillé, pas une grande foule, pas de grève générale, pas de reconduction dans de nombreux secteurs. Est-ce que vous considérez que la mobilisation d'hier est un échec ? Alors, en tout cas, c'est un demi-succès. Force est de constater qu'il n'y avait peut-être pas assez de monde dans les rues. Il y en avait quand même, avec les députés socialistes notamment. Nous sommes allés rejoindre le cortège Place d'Italie avant les questions au gouvernement. Et nous avons constaté qu'il y avait de la mobilisation, il y avait aussi de la colère, de la souffrance face à l'augmentation des coûts de la vie. Mais oui, en effet, il y a peut-être aussi une saturation des personnes qui sont confrontées à ces salaires si bas. Et finalement, faire une journée de grève, ça coûte toujours, et quand on a du mal à finir les fins de mois, c'est toujours un peu compliqué de s'engager dans un mouvement social. Est-ce qu'on peut dire que l'opinion valide le thème ? Oui, il y a un problème de salaire en France, mais ne valide pas forcément la méthode, empêcher les gens de prendre de l'essence, empêcher les gens de prendre le RER ? Alors vous savez, une grève, ça a toujours eu des conséquences négatives, mais si ça a des conséquences négatives, c'est aussi parce que c'est un moyen de faire pression sur les salaires. Moi, dans ma circonscription, il y a des salariés d'une entreprise sous-traitante pharmaceutique qui sont actuellement en grève et qui revendiquent des augmentations de salaire, alors qu'on a vu que les profits des grands labos, qui sous-traitent donc à des plus petits labos, ont augmenté de manière inconsidérée ces 3 dernières années, grâce notamment à la crise du Covid, mais pas seulement. Mais on demande juste de la redistribution. Donc faire grève, c'est aussi un outil de pression pour avoir un juste retour par rapport à l'investissement des salariés dans leurs entreprises. Est-ce que ça serait pas ça la bonne méthode, traiter entreprise par entreprise, secteur par secteur, certains ont profité, d'autres pas, plutôt que d'avoir une vision générale ? Il y a toujours les deux, il y a toujours eu les deux. Vous voyez bien que dans le cas d'espèces aujourd'hui sur les travailleurs des secteurs pétroliers, il y a des profits. Il y a de l'argent, oui. Et il y a de l'argent, et il n'y a pas forcément eu la redistribution qui était nécessaire, mais ça a quand même des conséquences plus largement sur l'économie du pays. Et c'est aussi pour ça que les salariés ont entre leurs mains un grand pouvoir, celui de faire pression sur leurs employeurs parce qu'ils peuvent bloquer de toute façon une filière de production. Derrière, ce n'est pas la seule solution. Moi, je suis responsable politique parce que je considère qu'on peut être élu et que nous avons, nous les élus, la capacité de faire avancer un certain nombre de sujets. Malheureusement, nous ne sommes pas majoritaires. Donc, les revendications que nous avions, c'est-à-dire la hausse des salaires, la hausse du SMIC, la hausse de l'ensemble des salaires avec l'engagement de renégociation de la grille des salaires dès le mois de juillet, ça n'a pas été
le chemin qui a été pris par le gouvernement. Dont acte. Donc maintenant, il reste la possibilité aux salariés de se mobiliser, et ça passe notamment par la rue, et donc nous soutenons cette mobilisation plus large. Alors une solution, c'est aussi d'indexer les salaires sur l'inflation pour répondre au coût de la vie. C'est une proposition du communiste Fabien Roussel, mais cette indexation, elle avait été supprimée par la gauche en 82, justement pour lutter contre le cycle infernal de l'inflation. Oui, il fallait mettre fin à la spirale inflationniste liée à la hausse des salaires, mais nous ne sommes plus dans la même situation. Là, on peut le faire. Là, on peut le faire pour plusieurs raisons, mais notamment parce que nous sommes dans une économie de la zone euro, que le taux, que l'inflation, elle est beaucoup plus liée à des paramètres internationaux, et on voit bien, par exemple, on aurait pu craindre une spirale inflationniste au Japon ces dernières années, qui a beaucoup investi, et on observe que finalement les prix ne suivent plus forcément l'évolution des salaires. Donc il y a des phénomènes qui sont liés finalement à la zone euro qui nous protège, qui nous permet d'avoir une politique de hausse des salaires. Et puis par ailleurs, qui dit politique de hausse des salaires dit soutien à la croissance, alors qu'aujourd'hui on voit que aussi la croissance patine et qu'il faut absolument soutenir la consommation, la construction, tout un nombre de secteurs qui sont vitaux pour le bon fonctionnement de l'économie. Mais une partie de la production craint la récession. Il dit attention, si vous augmentez les salaires, comme on a en plus l'augmentation des factures d'énergie, vous allez nous plonger dans le rouge, on va perdre la compétitivité. Mais là, le problème, c'est qu'à force de ne pas augmenter le salaire, c'est la consommation qui baisse, et c'est donc le risque de récession avéré. Je veux dire, aujourd'hui, si vous ne pouvez plus payer des personnes qui travaillaient chez vous à domicile, si vous ne pouvez plus aller faire vos courses au supermarché, vous ne pouvez plus, vous devez baisser votre consommation de produits agricoles, par exemple, vous réduisez votre consommation de loisirs. C'est tout un tas de secteurs qui vont être impactés parce que c'est des dépenses, vous gardez les dépenses contraintes, mais les dépenses de loisirs, les dépenses exceptionnelles, les vacances, tout ça, vous allez un peu rogner à la marge. On le voit déjà, les vacances de la Toussaint sont un peu en berne. Ça va berne. avoir un impact, évidemment, sur le tourisme. Quand vous devez payer votre déplacement avec des prix à plus de 2 € le litre, vous hésitez à partir un peu plus loin en vacances. Donc oui, il faut absolument revaloriser les salaires. Aujourd'hui, on a une revalorisation qui était du point d'indice de 3,5% après la loi pouvoir d'achat, qui était en fait une baisse puisque l'inflation avait été de plus de 5%. Donc on avait revalorisé de manière inférieure à la hausse des prix. Pour amortir le choc, mais pas plus. Est-ce qu'il faut une autre marche contre la vie chère ? Il y a eu celle de dimanche. Les filles, Jean-Luc Mélenchon envisage le mois de novembre ? Ce qui est sûr, c'est que dimanche, il y avait du monde dans la rue. Il y avait 140, 150 000 Alors, personnes. 30 000 personnes disent les autres compteurs, mais enfin, c'était déjà bien 30 000 personnes. Il n'y a pas beaucoup de partis qui mettent 30 000 personnes dans la rue. Il faut être en capacité un dimanche, et surtout, il y avait dimanche plus de monde, je pense, dans la rue que hier à la manifestation. Oui, 13 000 on dit pour 30 000, syndicale. Chose égale par ailleurs. Voilà, il y avait cette volonté, et vous voyez que quand on fait ça un dimanche, finalement, les gens aussi se déplacent et viennent parce qu'ils ne perdent pas une journée sur salaire. Donc, il y a peut-être la nécessité de faire plus converger que dimanche dernier où c'était essentiellement les partis politiques qui appelaient à manifester. Peut-être qu'il faut désormais que les syndicats et les forces politiques se réunissent pour faire là une véritable démonstration de force commune, parce qu'il y a nécessité de montrer que nous ne sommes pas d'accord avec la politique et le chemin qui est tracé par la majorité gouvernementale aujourd'hui. Alors hier, il y a eu quelques violences de Black Bloc dans cette manifestation. Il n'y en avait pas eu dimanche. Alors pourquoi ? Est-ce que la NUPES a des tuyaux pour décourager les Black Blocs ou... Je ne sais pas, peut-être que le service d'ordre du Parti Socialiste allié à celui de la France Insoumise sont plus efficaces. Non, vous savez, il y a toujours eu, c'est vrai, dans des grandes manifestations syndicales, et surtout ces dernières années, lors des 1er mai notamment, d'un phénomène de tête de cortège. Avant, c'était plutôt les fins de cortège, aujourd'hui plutôt les têtes de cortège, avec quelques groupuscules violents. Mais vous savez, moi, quand je vois les manifestants CGTistes, les retraités de la CFDT, je les trouve pas particulièrement violents dans leur mode d'action. Mais voilà, il y a quelques énergumènes qu'on condamne tous et qu'on déplore parce qu'ils nuisent à l'ensemble du mouvement social. Mais vous savez, quand vous avez 30 000 manifestants et que vous avez 10 casseurs, ça fait des dégâts, mais ces 10 casseurs, c'est pas les 30 000 manifestants qui sont là et pacifiquement et pour des raisons légitimes. Alors, un des secteurs touchés hier par la grève, c'était l'enseignement professionnel, parce qu'il y a une réforme des lycées professionnels qui est en cours. Pourtant, cette réforme est vouée à pousser le plus possible les jeunes vers l'embauche, vers l'entreprise. Vous savez, moi j'ai souvent des échanges avec des enseignants de lycées professionnels. Ils constatent que la réforme qui a été mise en place par Jean-Michel Blanquer, sous le précédent quinquennat, elle a des effets délétères, notamment par une réduction des heures en atelier. Parce que ce qui est important quand on est dans un lycée professionnel, c'est d'être en atelier. Quand on est en électronique, de pratiquer. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est passé de 11 heures à 7 heures. On a réduit ce temps-là. Et puis on a mis en place aussi quelque chose qui est très intéressant sur le principe, qui est d'avoir 2
2 enseignants, par exemple un enseignant de matière théorique, un prof d'histoire, avec un enseignant de matière pratique, un prof, je sais pas moi, de mécanique auto. Bon, et vous pouvez essayer de faire des choses en commun. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas augmenté le volume total d'heures, on n'a pas investi dans l'enseignement professionnel. Ce qui fait que derrière, c'est le nombre total d'heures travaillées qui se réduit. Et donc, on a aussi une baisse des enseignements théoriques, une baisse de l'enseignement en histoire. Ça, c'est la réalité de ce qui se passe. Ça se traduit derrière par une baisse de la qualité et par une fuite en avant vers notamment les formations privées, vers l'apprentissage qui est très sponsorisé, mais qui n'est pas toujours de qualité équivalente entre le service public et le secteur privé. Et donc, aujourd'hui, on constate que le gouvernement, constatant l'échec de sa précédente réforme, souhaite un peu corriger le tir, mais surtout pas revenir en arrière par rapport à cette philosophie qui est une philosophie de baisse des moyens sur le lycée professionnel. Et donc oui, il y avait cette mobilisation générale parce qu'il faut aujourd'hui tirer la sonnette d'alarme sur la casse qui est à l'œuvre en ce moment de la filière professionnelle par le gouvernement. Alors l'actualité aujourd'hui, ça sera le 49.3. Vous aurez sans doute à l'affronter ce soir. Bon, cela dit, c'est logique, il y a une masse d'amendements qui ne sont pas encore débattus. C'est dans la Constitution, 49.3, non-événement. Il y a une masse d'amendements, mais je rappellerai juste une chose, parce qu'on dit souvent que la NUPES fait de l'obstruction. C'est un peu la petite musique qu'on entend. Nous avons déposé à peu près 800 amendements, soit en moyenne 5 amendements par député. Quand on regarde les groupes de la droite, par exemple LR, on est à 17 amendements, 17,3 amendements. C'est là qu'est l'obstruction. C'est là où il y a une forme de blocage. Il y a une forme de blocage de la part de la droite. Mais on peut toujours prendre le temps. Parce que les débats qui ont lieu en ce moment à l'Assemblée sont passionnants. Sur chaque sujet, comme la majorité n'est pas totalement sûre de ses effectifs, on a des vrais débats de fond, de conviction, et c'est vraiment, vraiment passionnant. Et il y a des choses importantes qui passent contre l'avis du gouvernement. Oui. Et donc moi, je pense qu'il faudrait donner le temps pour que cette discussion continue, parce que si on fait, par exemple, ce soir, et qu'on n'a pas encore eu le temps d'examiner la taxe sur les superprofits, on n'aura pas l'occasion d'avoir cette discussion pourtant centrale et souhaitée par les Françaises et les Français. Mais le gouvernement retiendra une centaine d'amendements venus de ce débat. C'est pas si mal, non ? Il faudrait qu'ils retiennent tous les amendements qui ont été adoptés. Parce qu'il y a les amendements qui ont été adoptés, et puis il y a ceux qu'on n'aura pas le temps d'adopter, parce que le débat s'interrompra à peine au quart de la discussion. Alors, il y aura une motion de censure déposée par la NUPES, une autre par le RN. Pourquoi déposer une motion de censure qui ne sera pas votée ? Vous savez, la motion de censure, c'est pas simplement faire voter, c'est aussi un geste symbolique. Depuis 30 ans, quand il y a un 49.3, il y a de manière quasi automatique une motion de censure qui est déposée par les oppositions. Je dis bien les oppositions, la droite comme la gauche. Et souvent, c'est de textes spécifiques qui n'ont pas forcément vocation à converger, parce qu'il n'y a pas forcément de majorité alternative. Aujourd'hui, nous ne souhaitons pas gouverner avec le Rassemblement national, par exemple, alors que ça serait la seule manière de former arithmétiquement un gouvernement qui serait susceptible d'obtenir des voix plus importantes que celles de la majorité actuelle. Donc c'est évidemment pas notre souhait. Nous, on fait une digue très étanche au Parti socialiste entre notre opposition républicaine et l'opposition du Rassemblement national. Pour autant, nous déposons cette motion de censure pour montrer notre opposition sur la méthode du 49.3, qui est toujours une forme de brutalisation du Parlement, un refus de la discussion démocratique dans toute son amplitude, alors que nous considérons que les débats qui sont actuellement au Parlement se passent dans un bon climat. Mais Michel Rocard, socialiste, avait usé 28 fois du 49.3. C'était plus libre encore à l'époque. Quand on est en majorité relative, ça fait avancer les choses. C'est un moyen de gouverner, sauf qu'on peut le faire à la fin du débat, à la fin de l'examen. Ce débat était trop court. Moi, je regrette toujours qu'on interrompe alors que des sujets importants sont amenés à être étudiés dans les jours qui viennent. Un dernier mot de Jean Castex, qui va être nommé à la RATP si l'Assemblée nationale dit oui. Vous êtes pour le nommer ? Écoutez, Jean Castex avait des compétences dans le domaine. Moi, ce que je regrette, c'est l'impression que ça donne de manière générale, parce qu'il y a Jean Castex, il y a eu Emmanuel Vargon à la tête de la Commission de régulation de l'énergie, un certain nombre de copains qui sont recasés. Et donc, cette impression que l'on a, on est à peine sorti de sa fonction, qu'on est déjà nommé à la tête d'une administration publique importante, c'est l'impression qu'on est sur la République des copains. C'est pas souhaitable, même si certains ont des compétences, et je ne récuse pas les compétences, encore une fois, de Jean Castex. D'autres peut-être un peu plus, mais voilà, il y a le symbole qui dérange toujours un peu. Arthur Delaporte, merci et bonne journée. Merci pour l'invitation.